En fait, en entendant toutes les précédentes interventions, on voit précisément, je crois qu'il y a une convergence tout de même, une convergence très très forte sur ces approches pluridisciplinaires, holistiques du soin. Et je crois que ce qu'a voulu faire également la PHP, en créant cette chaire coopérative de philosophie à l'hôpital, c'est précisément de travailler sur une approche existentielle du soin, de montrer à quel point il n'y a pas de construction du sujet sans le soin, et je vais revenir là-dessus, et puis sur une relation intersubjective très très forte entre le médecin et le patient, donc une relation, j'ai à un moment donné parlé de fonction soignante en partage, donc il n'y a pas les soignés d'un côté, les soignants de l'autre, il y a quelque chose qu'on fabrique ensemble. On a parlé de confiance, on a parlé, et on voit à quel point, même ici l'AP a fait en début d'année un colloque sur l'hospitalité et comment l'hospitalité est plus que une façon sympathique, entre guillemets, d'accueillir les gens. C'est un dispositif de confiance, hein. C'est véritablement un outil méthodologique dans le soin. Donc une approche existentielle, et à la chaire, on donne différents cours ouverts à tous sur ces questions-là. Une approche institutionnelle. Je vais reprendre un terme que j'aime bien d'un psychiatre qui s'appelle Jean Houry, qui lui-même le tenait d'un autre psychiatre, Tosquelles, et c'était tout le mouvement, c'est la clinique Laborde, c'est Saint-Alban, etc. Donc c'est le mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Et voilà, Tosquelles disait, pour que l'hôpital soigne bien, il faut soigner l'hôpital. Soigner l'hôpital, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire vérifier si institutionnellement nos organisations aussi ne sont pas toxiques. Hein, si on connaît tous le nosocomial matériel, hein, mais il y a un nosocomial psychique, si j'ose dire. Et donc ça aussi, c'est un travail permanent de bien vérifier que la confiance, l'humanité dans les services, la cohésion, etc., est là pour permettre l'efficience du soin. Donc ça aussi, à la chaire de philosophie, on essaye de travailler, de réfléchir avec les médecins comment rendre plus performantes nos organisations. Et puis une approche plus politique du soin. La chaire, elle est notamment à l'Hôtel-Dieu, même si elle travaille avec toute la constellation éthique de Paris. Je pense à Cochin, avec la cellule éthique, je pense à l'Université des patients, je pense à la Salpêtrière. D'ailleurs, il y aura un très beau séminaire à la rentrée, le séminaire de la Salpêtrière à l'Hôtel-Dieu. Donc vous voyez à quel point nous sommes... Mais je pense que c'est important, effectivement, de mailler. Hein, c'était très important de mailler tout ce territoire éthique qui existe à Paris et ailleurs, mais notamment à Paris. Et donc cette dimension politique du soin, c'est de rappeler qu'il n'y a pas de cité sans hôpital, hein, et que l'hôpital est un commons, un bien commun, et même un scientific commons, c'est-à-dire que nous avons le savoir en partage, et que le savoir qui n'est pas partagé, c'est hélas de la domination. Et donc c'est antinomique du soin. Donc voilà, donc ces trois, et sans parler, je crois qu'à un moment donné, on a parlé de la question de l'accès. Donc bien évidemment, une approche politique du soin au sens de réfléchir sur soins et justice, de bien vérifier que nous ne renforçons pas des discriminations, mais qu'au contraire, nous sommes là pour bien évidemment accompagner les plus vulnérables d'entre nous, sachant que la vulnérabilité est une condition commune, bien sûr, et que les vulnérables sont des sujets. Parce que souvent, on a éventuellement une tendance à chosifier un peu rapidement le patient. Donc là aussi, travailler, respecter ces asymétries qui sont, je dirais, co-substantielles. Hein. Un patient, un médecin, c'est pas la même chose, c'est pas le même type de rôle. Mais en tout cas, l'asymétrie n'est pas une inégalité. Alors justement, puisque vous étiez très juste, effectivement, le médecin est censé être le sachant, le patient, et comme son nom indique, le patient, dans tous les sens du terme, il est patient également, il souffre. Comment parvenir à une forme d'équilibre ou de rééquilibrage entre l'un qui sait et qui va plutôt bien en principe et l'autre qui ne sait pas et qui va mal? Comment arriver justement à maintenir cette intersubjectivité dont vous parliez, qui est un des éléments fondamentaux de l'être humain, de la condition humaine? Nous sommes des êtres humains qui sommes
je suis sujet quand je parle à Cynthia Fleury. Cynthia Fleury est aussi sujet quand elle me parle. On est toujours deux sujets qui parlent. Donc comment arriver à garder cette notion-là qui me semble effectivement essentielle? Elle est essentielle et peut-être pendant un certain temps, alors sachant que je reviendrai un instant sur là d'où l'on vient, il ne faut pas magnifier le passé, au contraire, je crois qu'on va vers de plus en plus de respect aussi, même si les hôpitaux sont soumis à une culture de performance et puis à des complications lourdes par ailleurs de restructuration qui font que le temps qu'on aimerait donner au colloque singulier, etc., n'est pas toujours simple, et puis que la technicité étant là, l'humanisation de cette technique n'est pas simple non plus, mais il n'empêche que si on relit Foucault, Goffman, Pinel, Tuke, etc., la naissance de l'hôpital, c'est pas non plus un univers profondément heureux. L'hôpital, il est arrivé pour soigner très très tardivement. Au départ, c'était un univers de contrôle, de surveillance, de mise à l'écart des nuisibles, et donc il n'avait rien d'hospitalier. Et je me souviens, en chaire, on a fait dernièrement un cours, je vous renvoie à ce petit texte, je dis pas ça pour les médecins qui sont dans la salle, mais il est assez drôle, et puis on est en fin de journée, donc on a le droit de rire un peu, mais c'est un texte qui s'appelle « L'incorporation de l'hôpital dans la technologie moderne », et puis je vous renvoie aussi à la naissance de l'asile avec, quand on parle de l'apothéose du personnage médical, et c'est vrai que nous venons d'un monde où le médecin était d'abord annoncé par une clochette. C'est-à-dire on annonçait son passage et il y avait une espèce de procession rituelle derrière. Alors aujourd'hui, on a d'autres types de processions rituelles, mais je veux dire par là qu'on arrive de là. Alors je vois des rires parce que chacun revit éventuellement ce moment particulier, mais on arrive de là. Donc c'est pas non plus, si vous voulez, c'est notre histoire. Donc petit à petit, de recréer quelque chose qui est de l'ordre d'une égalité, d'un respect intersubjectif entre le patient et le médecin, de considérer que le patient est le premier acteur du soin, en tout cas un acteur sans lequel on ne peut pas faire. Voilà, ce sont des données, je crois, que chacun entend, en tout cas ici on l'a entendu à quasiment toutes les interventions, les aidants, la famille, dans le tournant ambulatoire. Si le patient n'est pas acteur, c'est fini le tournant ambulatoire. Si les aidants, la famille ne sont pas absolument dans l'écosystème du soin et qu'ils fabriquent avec nous le soin, c'est fini. Donc on voit que l'ultra-technicité du soin ambulatoire a absolument besoin de cette humanité des acteurs au sens large, famille, patient, etc. Donc voilà, c'est quelque chose... Alors comment on fait, nous on essaye à la chaire à la fois de remettre plus d'humanité dans la formation initiale, parce que ça commence là, donc on fonctionne avec Paris 5, sur ces questions de formation, de réinsertion des humanités, un petit peu plus, disons, dans la formation initiale, dans la formation continue, bien sûr, avec toutes sortes de DU et de liens avec les praticiens, et puis dans la pratique hospitalière. Donc c'est peut-être ça une des différences, c'est que la chaire, elle propose à la fois en top-down des cours magistraux, des séminaires ouverts à tous, aux patients, aux médecins, à qui veut, mais elle va aussi dans les services, à la demande des services, créer le module ad hoc dont les services ont besoin. Et c'est eux, à ce moment-là, qui sont les maîtres du système. Nous, on apporte simplement un corpus, celui des sciences humaines et sociales, et on essaye précisément d'accompagner leur réflexion. Donc c'est dans les deux sens, pour que, d'une certaine manière, cette greffe prenne de façon forte entre les sciences médicales et les humanités. Mais alors comment ça se passe concrètement, justement? C'est ce corpus que vous proposez, ça se passe sous quelle forme? Ça se passe que des rencontres se font et les médecins, les infirmières, les patients vont vouloir travailler sur tel sujet, créer un atelier, un séminaire, un questionnaire, un travail sur le burn-out des soignants, un travail sur les pleurs de l'enfant, un travail sur les patients sous dialyse. Je vous donne les premiers sujets qui sortent. Et c'est eux, et c'est très très intéressant parce que là aussi il y a une émergence de signaux faibles. C'est-à-dire que voilà, on est au cœur de la machine et on essaye de les familiariser avec un corpus que certains parfois connaissent bien et puis d'autres moins. Tout à l'heure, justement, vous avez parlé de nosocomial psychique et ça m'a fait penser à ce que disait le professeur Hardy tout à l'heure, qui est le fait de rentrer à l'hôpital vous fait presque devenir malade. On en arrive à l'hôpital, on met le pyjama, on s'allonge et on ne bouge plus. Je trouve ça très frappant. Comment sûrement des philosophes que vous êtes voient c'est le fait de rentrer qui provoque lui-même le fait d'être malveillant. Comment les philosophes que vous êtes imaginez cette idée-là? Qu'est-ce qui se passe en nous à ce moment-là? Non, mais il se passe plusieurs choses. Il se passe aussi que nous avons créé pendant longtemps ces rituels-là.
Et quand vous vous tournez du côté du récit des patients racontant leur admission, ils reprennent parfois une formule qui est dure, mais qui est celle d'ailleurs de Goffman, sans le savoir. Ils parlent de profanation de la personnalité, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des rituels d'infantilisation et des rituels où petit à petit, ils sont dessaisis d'une image d'eux-mêmes viable. Et déjà commence la maladie, si j'ose dire, hein, et déjà commence le rapport au sachant qui est en fait le dominant dans l'histoire. Donc, on a créé ça. On a créé ces histoires où vous êtes là dans le comment ça s'appelle, dans le couloir avec les fesses à l'air. Bon, donc, ce système de chosification, c'est aussi notre système pour des raisons de performance, de technicité, de rapidité, etc. Moi, je me souviens une directive qui avait été d'ailleurs reprise et posé à l'époque, je crois que c'était dans Le Monde, et c'était un mouvement à l'époque, ça s'appelait les désobéisseurs civiques, les désobéisseurs éthiques, qui avaient témoigné de cela, une directive qui avait été donnée dans un hôpital aux infirmières de ne pas parler aux patients. Alors on disait, mince, c'est embêtant. De ne pas parler aux patients précisément pour ne pas soit casser un rythme, soit créer des soucis, donc plutôt de renvoyer nécessairement vers le médecin qui allait expliquer. Et bien évidemment, on voit très bien que c'est contre-productif puisqu'il y a un phénomène d'angoisse logique. On peut comprendre que c'est pas simple, effectivement, et qu'on peut pas passer une demi-heure, 3/4 d'heure avec chacun, etc. Et en même temps, on sait très bien que si on ne maintient pas la subjectivité, c'est-à-dire le sujet dans une certaine forme de sérénité, ça y est, déjà, on va perdre la capacité efficiente du soin parce que le sujet va résister, va contourner. On fait énormément de travaux sur la non-observance. La non-observance, elle est également liée, si vous voulez, à un manque d'humanité, de sérénité, de confiance, je ne vais pas faire ma psychanalyste, mais bon, de transfert, et donc de transfert, de contre-transfert. Et voilà, nous avons à créer cette fonction soignante en partage pour précisément rendre efficient le soin. Et donc, ce travail, encore une fois, il s'apprend. Encore ici, il n'y a pas si longtemps que ça, j'entendais un grand médecin disant « mais l'empathie, ça s'apprend pas, on en a parfois, etc. » Non, l'empathie, ça s'apprend aussi. C'est vrai qu'il y a des caractères, il y a des tempéraments, mais il y a aussi une manière de comprendre que l'empathie, c'est un outil comme un autre, et qu'à un moment donné, il est important de se saisir d'outils qui sont, encore une fois, profondément opérationnels pour le soin, la guérison et le différent suivi des traitements. Justement, vous parliez du temps. Alors, c'est une question qui concerne plutôt les personnels soignants qui sont dans cette salle plutôt que les patients, encore que. Moi, ce qui frappe beaucoup à l'hôpital, c'est des questions de temporalité différentes. C'est-à-dire que le temps économique à l'hôpital n'est pas le temps médical, n'est pas le temps chirurgical, n'est pas forcément le temps du patient. Il y a comme ça des temporalités qui s'entrecroisent. Et j'ai le sentiment parfois que les soignants sont un petit peu victimes de ça. C'est-à-dire que ce temps-là, ils ne maîtrisent pas. Comment vous voyez justement cette intrication de temps différents, économiques, politiques, médical, humain? Comment est-ce qu'on... Nous, chacun d'entre nous, en tant que philosophe, comment est-ce qu'évidemment on arrive à gérer ces temporalités différentes qui s'imposent comme ça à nous? Alors, je vais faire une double réponse, une réponse ponctuelle en vous donnant rendez-vous. Et comme ça me permet de faire un petit peu de publicité le 7 et 8 octobre pour le colloque inaugural de la chaire, parce que en bon français nous avons commencé à lancer des cours, mais notre inauguration réelle sera en octobre. Les espaces-temps du soin, et nous traitons précisément de cette confrontation des temporalités dans le monde du soin et également de tous ces espaces, c'est-à-dire à la fois le tournant ambulatoire, mais qu'est-ce que c'est que la convalescence, mais qu'est-ce que c'est soigner dans la rue, qu'est-ce que c'est soigner en urgence, qu'est-ce que c'est aujourd'hui soigner sur le net. Et donc on va aller travailler ces espaces-temps du soin le 7 et 8 octobre 2016, donc à la rentrée. Maintenant, voilà, la pluridisciplinarité, c'est également ce qui nous permet de confronter cette manière de vivre des temporalités, de ne pas en faire des injonctions contradictoires, parce qu'elles sont là, et en même temps, voilà, il y a des priorités. Les priorités, ça a été dit tout à l'heure, la sécurité du patient, la qualité de vie du patient, et donc il ne faut pas se tromper de priorité. Et quand nous sommes, chacun d'entre nous, dans un sentiment d'être pris au piège par une temporalité économique et qu'on juge inadéquat, il faut résister. Vous avez le message. Résister avec à la fois le plus d'intelligence et possible, mais en même temps, c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi ensemble que nous protégeons ce bien commun qui s'appelle l'hôpital et qui a
mais qui, je crois, est absolument nécessaire, non seulement, encore une fois, au sujet que nous sommes, mais à la communauté en règle générale. J'avais une dernière question, mais qui m'est venue comme ça en entendant les différents propos. J'ai pensé notamment à propos du microbiote. C'est cette question du soi et du non-soi. C'est-à-dire, moi, ça m'a beaucoup frappé. J'ai entendu parler des biomatériaux dans une intervention, des prothèses dans une deuxième. J'ai entendu parler des microbiotes qui sont en fait du soi et du non-soi à l'intérieur de soi. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'est venu comme ça, mais je trouve ça intéressant qu'on est sur un continuum, sur des thématiques complètement différentes. De rencontre entre soi et le non-soi, et ça, évidemment, ça renvoie aussi à l'intersubjectivité, mais comment vous abordez cette question-là? Là aussi, vous êtes épatant, parce que vous me donnez je une nouvelle perche du tout. Je vous promets. Que je saisis. Donc, pareil, à la rentrée, 2 choses. On aura un grand cours soins et nature, et précisément pour traiter de ce continuum-là et de montrer d'une certaine manière comment la lumière est venue. Oui, on a presque fini, c'est promis. Comment, je vais vite, comment précisément nous construisons notre humanité en relation avec la nature. Et je pense que c'est important parce que on va un peu vite en besogne quand on pense que humanité égale homme. Non, l'humanité se construit avec la relation, et généralement plutôt en harmonie, la relation que nous avons avec la nature. Donc on fera un grand cours sur ces questions-là avec le muséum à la rentrée. Et puis un grand cours également sur les frontières de l'humain. Donc jusqu'où la réparation, jusqu'où l'augmentation, jusqu'où le transhumanisme, jusqu'où voilà, cette manière de sublimer la finitude. Je vous rappelle la phrase de Pic de la Mirandole, c'est que l'homme construit, l'homme est une dimension plastique, il invente précisément sa limite, et en même temps, nous avons à formuler les conditions les plus éthiques pour dépasser ces limites, parce qu'effectivement, nous savons très bien que entre réparation et augmentation, il se joue aussi un univers de discrimination nouvelle. Voilà, j'arrête parce que... Écoutez, merci, merci beaucoup, merci.